Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Game Stand Talk, chronique qui, comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt, va parler de Rafael Nadal. Ça va faire écho à sa défaite en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où il s'est incliné 6-2, 7-5 contre Nick Kyrgios, défaite qui se rajoute à celle de la semaine dernière à Montréal contre Denis Shapovalov. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le niveau de Nadal en 2017 sur surface rapide, donc notamment sur dur, on va plus s'axer sur la surface du dur, n'est-il pas un trompe-l'œil? C'est vrai que Nadal cumule 76% de réussite cette année sur le dur, qu'il avait commencé en fanfare à l'Open d'Australie, en montrant de très très belles choses, notamment avec le début de sa collaboration avec Carlos Moya, mais que depuis, que ça soit à Acapulco, Indian Wells, Miami, Wimbledon, Montréal et Cincinnati, son niveau est assez moyen, et dès qu'il y a un obstacle, c'est vrai qu'il trébuche très très souvent, comme on a pu le voir ces dernières semaines. Et donc on va essayer de répondre et de comprendre pourquoi il y a une telle différence entre le niveau que Rafa a pu avoir à l'Open d'Australie et le niveau qu'il a maintenant sur le reste des tournois sur dur. Et d'une façon plus générale, pourquoi par exemple sur terre battue, il a ultra dominé la surface et que maintenant sur dur, globalement, il a certes une marge de manœuvre, mais même quand un tableau est dégagé, on peut pas le mettre en ultra favori, on peut pas être assuré à coup sûr qu'il s'impose dans le tournoi. Donc d'abord, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite rétrospective de ces différents tournois sur dur, à commencer par celui de l'Open d'Australie, où il avait sorti Alexander Zverev, numéro 24 à l'époque, Gaël Monfils, 6e à l'époque, Milos Raonic, 3e à l'époque, et Dimitrov, 15e à l'époque, et certes, il s'était incliné contre Roger Federer en finale. Ensuite, à Acapulco, il s'était imposé contre Mischa Zverev, Lorenzi, Nishioka sur un match assez accroché. Marin Cilic, 7e à l'époque, mais ce n'était pas le grand Marin Cilic qu'on connaît en ce moment. À l'époque, son meilleur résultat, c'était un quart de finale à Rotterdam. Il avait fait seulement 2e tour à l'Open d'Australie. Donc depuis Roland Garros, c'est vrai qu'il y a un nouveau Marin Cilic, et il s'était incliné à Acapulco en finale contre Sam Querrey. Ensuite, Indian Wells, où il s'impose contre Peja Verdasco et il s'incline contre Roger Federer. Miami, il s'impose contre Judy Sela. Kohlschreiber, difficilement, sachant que l'Allemand lui a quand même mis un 6-0 contre Nicolas Mahut. Là aussi, assez difficilement, il y a quand même un tie-break assez accroché entre les deux hommes. Ça aurait pu tourner dans un sens comme de l'autre. Jack Sock, 17e à l'époque, et Fabio Fognini en demi-finale à Miami. Et il s'incline là encore contre Federer en finale. Wimbledon, je vais mettre un petit peu Wimbledon entre parenthèses, mais il s'impose contre John Millman, Donald Young, Karen Khachanov, et il s'incline contre Gilles Muller. Montréal, il s'impose contre Coric, et il perd contre Shapovalov, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et Cincinnati, il s'impose contre Gasquet, Ramos Vinolas, et il s'incline contre Nick Kyrgios. Donc ce qu'on remarque dans l'ensemble de ces victoires sur dur depuis l'Open d'Australie, le meilleur classé c'est Marin Cilic, 7e à l'époque, et ensuite c'est Jack Sock, 17e à l'époque. Donc il a seulement gagné deux matchs contre des joueurs du top 20 depuis sa finale à l'Open d'Australie, sachant qu'après il s'est incliné à chaque fois contre Federer, et que on remarque aussi que globalement le profil des joueurs qui l'ont battu, que ça soit Sam Querrey, Nick Kyrgios, Shapovalov, Muller, ont un style assez similaire. Ce sont des très gros frappeurs qui prennent la balle très très tôt, qui prennent tous les risques possibles et qui ont un très très gros service. Donc ça dresse un petit peu le profil type du joueur qui peut embêter, qui peut battre Rafa sur dur. Donc maintenant on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a cette différence entre, donc comme je vous l'ai dit, l'avant Open d'Australie et l'après Open d'Australie, et surtout une différence entre son niveau sur dur et son niveau sur terre battue. Le premier élément de réponse, c'est tout simplement le temps qui est l'ennemi numéro 1 de Rafa. Qu'est-ce que j'entends par le temps? C'est le fait que ses adversaires lui privent de temps en prenant la balle très très tôt. Ce qui fait que ça a forcé Rafa à reculer de sa ligne de fond de court et à jouer très très court. Ce qui fait que ses frappes sont beaucoup moins précises et qu'il commet beaucoup plus d'erreurs, avec un coup droit un petit peu approximatif et un physique, c'est plus son physique d'antan. Rafa il a 31 ans, ce qui fait qu'il commet beaucoup plus de fautes. Par exemple à l'image de son match contre Nick Kyrgios, où il a mis seulement 16 coups gagnants pour 26 fautes directes, notamment 13 fautes directes en coup droit. Du coup voilà, c'est totalement lié avec son physique, ce qui fait que comme il a moins de temps pour s'organiser que sur terre battue, sachant que sur terre battue le rebond est beaucoup plus haut, ce qui fait qu'il, même avec un physique un peu plus friable qu'avant, il a plus de temps justement pour aller chercher la balle et pour se positionner dans la meilleure configuration possible pour frapper un bon coup droit. Là sur dur, il est privé de temps, et ce qui fait que ça va
ça va faire qu'il va jouer très très court et ses adversaires vont se régaler à rentrer sur le terrain et l'agresser sur son côté coup droit ou sur son côté revers. Donc c'est totalement lié. Un point aussi qu'on a pu noter, c'est son pourcentage de points gagnés derrière sa seconde balle. Faut savoir que par exemple sur terre battue, sur la saison sur terre battue, il était à plus de 60% de points gagnés derrière sa seconde. Et là par exemple contre Nick Kyrgios, il était seulement à 30% de points gagnés derrière sa seconde. Et contre Shapovalov, il était à 56%. Donc sa seconde est beaucoup moins efficace sur dur. C'est vrai que sur dur, ses adversaires ont plus tendance à rentrer dans le terrain quand Nadal sert une seconde, ce qui fait qu'il est généralement souvent agressé derrière sa seconde et que voilà, il préfère assurer sa seconde sur dur, ce qui fait que voilà, ses adversaires se régalent derrière et arrivent à marquer pas mal de points. Alors que sur terre battue, il a travaillé un peu plus. Il y a la surface qui prend un peu plus l'effet et ce qui fait qu'il arrive quand même avoir plus de points sur terre battue que sur dur avec sa seconde balle. Ensuite, son style de jeu. On peut noter à l'Open d'Australie que Carlos Moya avait apporté pas mal de changements dans son style de jeu. Notamment, Nadal tenait sa ligne de fond de court. Il était beaucoup plus agressif. Il prenait la balle beaucoup plus tôt. Il n'hésitait pas à monter au filet. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, on le sent un peu plus passif. Il se trouve 3 mètres derrière sa ligne de fond. Il est moins agressif, il court toujours derrière la balle, c'est jamais lui qui agresse son adversaire, et ce qui explique les résultats actuels. On peut noter également son retour de service où Nadal a de plus en plus de mal à retourner efficacement le service de ses adversaires et faire mal sur un retour. Généralement il retourne au milieu de terrain, ce qui fait que son adversaire, encore une fois, n'a juste qu'à rentrer sur le terrain et à agresser Nadal d'un côté ou de l'autre. Un point aussi qui peut être intéressant à noter, c'est le fait aussi peut-être que Rafa ait centré sa préparation sur la terre battue et que son objectif de la saison, c'était sa décima à Roland-Garros, objectif qu'il a brillamment accompli, ce qui fait que c'est possible qu'il délaisse, entre guillemets, un petit peu le dur, et que son niveau se fasse sentir et que cette baisse de régime se fasse sentir sur dur. Ensuite, on peut noter l'aspect mental qui a été très très bon cette année sur terre battue, mais qui est un peu plus friable sur dur. Je pense notamment à ses 2 dernières défaites, que ce soit celle contre Gilles Muller ou contre Denis Shapovalov, où il perd au finish. Enfin, il rate 6 balles de break dans le 3e set contre le Canadien, il mène 3-0 dans le tie-break et il perd ce match. Inconcevable pour Nadal il y a quelques années. Et enfin, petit élément de réponse à mettre entre parenthèses, qui explique peut-être que Nadal n'est pas totalement la tête au tennis durant le tournoi de Cincinnati, c'est les attentats qui ont eu lieu à Barcelone, même si encore une fois il faut quand même louer le niveau de son adversaire Nick Kyrgios qui a fait un très très bon match et qui a été très très impressionnant. Si on se projette un petit peu sur le moyen terme, c'est vrai que j'ai du mal à voir Nadal parfait à l'US Open, j'ai du mal à le voir en tant que gagnant, même si la marge s'accroît pour lui, sachant que là-bas ça va être en 3-7 gagnants, donc ce qui fait que là de base il a une marge quand même sur pas mal de joueurs sur dur, malgré ce niveau assez moyen qu'on a pu souligner, et cette marge va s'accroître avec le format des 3-7 gagnants, mais à voir ce qu'il va donner à l'US Open, mais je m'attends à tout, j'ai du mal vraiment à le mettre en grand favori, comme on a pu le dire sur un tournoi sur dur, et c'est vrai que pour la fin de saison, ça risque d'être assez compliqué, avec pas mal de tournois indoor. Et si on se projette un peu, voilà, je pense pas, j'espère me tromper encore une fois, qu'il tiendra longtemps ce statut de numéro 1 mondial, sachant que les tournois qui s'annoncent, c'est pas des surfaces forcément qu'il apprécie énormément et qui lui réussissent énormément, au vu notamment de ce qu'il a pu montrer cette année sur surface rapide. Donc en tout cas, je suis curieux de savoir votre avis sur la question, donc je vous invite à poster un petit truc dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux pour nous dire un peu ce que vous pensez de ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Nous on se retrouve très très vite pour débriefer de la fin du tournoi de Cincinnati. D'ici là, très très bon tennis à tous. Salut tout le monde.